Bonjour à tous, comme vous le savez peut-être, j'ai fait une assez longue vidéo sur le problème du stress hydrique. Et pour tout dire, je ne pensais pas parler de l'eau sur ma chaîne. Ce qui m'a convaincu de le faire, c'est une vidéo que j'ai vue sur le sujet et qui comportait pas mal d'erreurs et d'imprécisions. Non seulement cela m'a poussé à faire une vidéo sur l'eau, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester un nouveau format, où j'apporterai des critiques et des compléments à une vidéo qui a été beaucoup vue. La vidéo en question a au moment où je vous parle 400 000 vues sur YouTube et 99% de pouces bleus. Le lien est dans la description, alors vous pouvez aller la regarder et exercer votre esprit critique avant de voir ce que j'ai à en dire. Il ne s'agit en aucun cas de s'attaquer à la personne qui fait ces vidéos, mais de rectifier certains chiffres, de compléter l'analyse ou de critiquer des interprétations. Les motivations du vidéaste ne rentreront pas en ligne de compte. Il est aussi important de souligner que je vais critiquer une seule de ses vidéos et pas l'ensemble de son travail. On ne va pas regarder toute la vidéo, mais juste les parties qui méritent un petit complément, voire une rectification. Une première chose que l'on remarque immédiatement, c'est que la vidéo ne donne aucune source. C'est un gros problème quand on vulgarise un sujet. Comment je peux vérifier ces chiffres ou ce qu'il avance s'il n'y a pas de source? En plus, c'est quand même assez ironique de faire une vidéo sur l'eau sans donner de source. I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste aborder une broutille, l'eau. Si on arrêtait de s'en foutre. Parce qu'il n'y a que 3% de l'eau qui est potable sur Terre. Pour que tu comprennes, si on prenait toute l'eau de la Terre et qu'on la mettait dans une baignoire, l'eau potable correspondrait au volume de ça. Hop. Donc, d'après ce monsieur, 3% d'une baignoire, ça rentre dans une cuillère à soupe. Donc, du coup, on peut remplir une baignoire avec 33 cuillères à soupe. 32... 33. Eh bien, je peux vous garantir que ma baignoire n'est pas remplie. En fait, pour que tu comprennes, si on prenait toute l'eau de la Terre et qu'on la mettait dans une baignoire, l'eau potable, ou plutôt l'eau douce, correspondrait au volume de ceci. Alors oui, c'est beaucoup moins impressionnant, mais c'est aussi beaucoup plus juste. Pour l'anecdote, 33 cuillères à soupe, ça fait à peu près ceci. Un volume qui est considéré comme un petit peu juste pour un bain. Et ça, c'est toute l'eau potable que tu consommes. 39% de toute l'eau que tu consommes, elle finit dans ta douche. 34% dans ton évier. 20% dans tes chiottes. 6% on sait pas trop. Et ça là, ce qui reste, c'est ce que tu bois. Tu le vois? Tu le vois pas? C'est normal, c'est 1%! Alors ça a l'air surprenant, mais on a besoin d'eau pour beaucoup plus de choses que juste pour boire. On a besoin d'eau pour faire cuire des aliments, pour se laver, pour faire notre vaisselle, etc. Et c'est parfaitement normal. Personne n'utilise de l'eau que pour boire. Quand les scientifiques regardent si une population a des problèmes d'eau, ils regardent si elle a assez d'eau pour couvrir ses besoins, et non juste pour boire. Le minimum nécessaire par personne peut varier suivant les sources. Je vais me servir d'un papier scientifique que je vous mets en description plusieurs fois dans la vidéo. Il est très pratique parce qu'il fait un peu le tour de la question qui nous intéresse ici. Dans ce papier scientifique, 50 litres par personne et par jour est considéré comme le minimum. Et il y a des problèmes de pénurie d'eau quand il n'y a pas assez d'eau pour couvrir les besoins. Et je dois insister sur ce point parce que c'est le plus important pour l'eau et que la vidéo n'en parle pas. En première approximation, l'eau se régénère d'année en année. On a donc des problèmes de ressources en eau quand il n'y a pas assez d'eau disponible par rapport à la quantité que l'on utilise. C'est donc par essence un problème local. Et pendant ce temps-là, dans des endroits où t'as pas envie d'être, il y a un humain sur 7 qui n'a pas d'eau potable. T'es toujours là? Au passage, selon le CNRS, un Malgache consomme 10 litres d'eau par jour, alors qu'un Français a besoin de 137 litres d'eau par jour pour son usage personnel. On a dit que des problèmes d'eau se posaient quand on utilisait trop d'eau par rapport à ce qui était disponible. Et là, on doit faire appel à deux notions bien différentes, deux façons de compter l'eau dont on a besoin. L'ensemble de l'eau que l'on utilise est prélevé de l'environnement, majoritairement des rivières, des lacs et des nappes phréatiques. Mais une partie de cette eau retourne dans l'environnement sous une forme qui la rend réutilisable en aval. Par exemple, une centrale nucléaire a besoin de beaucoup d'eau pour être refroidie. Une partie de cette eau s'évapore en formant des panaches d'eau caractéristiques, mais la majorité retourne dans la rivière et peut donc être utilisée par une ville en aval. Même chose pour l'eau de nos toilettes. Certes, le chemin est un peu plus long puisqu'il faut passer par des stations d'épuration. Mais une bonne partie de l'eau de notre chasse d'eau retourne à l'environnement et peut être utilisée par l'environnement ou d'autres villes. Une partie de l'eau prélevée va s'évaporer ou être absorbée par le sol et les plantes sans retourner à la rivière ou aux nappes phréatiques. Cette eau est donc perdue pour d'autres consommateurs en aval. Dans ce cas, on parle d'eau consommée.
Les deux notions sont importantes puisque l'eau prélevée montre l'eau qui doit être disponible pour que l'on puisse refroidir nos centrales ou tirer la chasse d'eau, et l'eau consommée montre ce qui est retiré du réseau et perdu pour l'aval, l'eau sous forme liquide dont on prive l'environnement ou d'autres utilisateurs. La différence entre l'eau prélevée et consommée est fondamentale. En France, quand on regarde tous les usages, un Français consomme en moyenne une centaine de mètres cubes par an et en prélève 520. Cela veut dire que 420 mètres cubes retournent plus ou moins directement à l'environnement, où ils peuvent être utilisés par d'autres villes ou milieux naturels. Ici, le chiffre de 137 litres pour l'usage domestique est bon, mais il faut savoir que c'est de l'eau prélevée. Après le passage en station d'épuration, une partie de cette eau retourne sous forme liquide à l'environnement. En plus, à cette utilisation directe de l'eau, il faut ajouter l'eau prélevée par les hôpitaux, les écoles, la piscine municipale, les bureaux, etc. Parce que oui, même quand je suis au travail, je vais aux toilettes. Et on ne peut pas associer cette utilisation à l'industrie ou à l'agriculture. Du coup, ces usages indirects augmentent l'usage domestique d'environ 50%. Pour le reste de la cuillère d'eau potable, il y en a 20% pour l'industrie et 70% pour l'agriculture. Et on a à nouveau un problème, parce que les chiffres donnés ici ne correspondent pas au captage d'eau ou à la consommation d'eau dont on a parlé précédemment. On voit qu'en France, l'agriculture est responsable d'un dixième des prélèvements, mais de la moitié de la consommation. C'est tout simplement parce qu'une bonne partie de l'eau prélevée pour l'énergie ou l'usage domestique est restituée au milieu naturel, alors que l'eau d'irrigation s'évapore ou est absorbée par les plantes avant de pouvoir retourner aux rivières et aux nappes phréatiques. Alors d'où viennent les chiffres donnés ici? Encore une fois, on n'a pas de source. Mais ça correspond au prélèvement de l'eau dans le monde. Si on regarde le monde dans son ensemble, on a effectivement 70% des prélèvements pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10% pour l'usage domestique. En fait, en regardant la vidéo, j'ai cru qu'on parlait de la France, ce qui m'a pas mal induit en erreur. Un coup, on parle de la France, un coup, on parle du monde, sans nécessairement le préciser. Alors j'étais perdu. Maintenant, c'est clair. On parle du monde. Pourtant, en France, il y a un agriculteur autodidacte, Pascal Pout, qui fait pousser ses légumes sans une goutte d'eau, juste en plantant les bonnes graines, depuis 30 ans. Sa technique est subtile. Je fais exprès de rien faire du tout. Je les plante et après je reviens ramasser les tomates 2 ou 3 mois après. C'est un peu compliqué, mais on peut y arriver. C'est peut-être un scoop, mais des tomates ne poussent pas sans eau. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne les a pas arrosées, qu'on ne les a pas irriguées. Ces tomates ont eu accès à suffisamment d'eau par les précipitations ou le sol sur lequel elles ont poussé. Or, on a dit qu'on parlait maintenant de l'utilisation de l'eau dans le monde. Cette utilisation n'est pas la même suivant les régions, parce que toutes les régions n'ont pas le même climat. Par exemple, il faut davantage recourir à l'irrigation au Moyen-Orient, parce qu'il pleut moins. Donc, ce qu'il est en train d'insinuer ici, c'est qu'on ne devrait pas arroser les cultures au Moyen-Orient, parce qu'un agriculteur en France a la chance d'avoir un terrain propice à la culture des tomates. C'est généralement déconseillé de tirer des règles générales à partir d'un exemple. Et ici, cela n'a aucun sens. Il faut adapter les cultures aux ressources disponibles, mais cela ne veut surtout pas dire abandonner l'irrigation. C'est une pratique tout simplement vitale pour certaines régions. Dans le papier scientifique dont on a déjà parlé, il précise bien que si l'usage domestique de l'eau est autour de 50 litres par jour et par personne, l'eau nécessaire à la production de l'alimentation est autour de 3500 litres par jour et par personne. On comprend donc très vite pourquoi l'agriculture est responsable de la majorité des captages, surtout dans les régions où la pluie est plus rare. Bon, ok, ça produit 2 fois moins que des graines transgéniques. Bah ça tombe bien vu qu'on consomme 2 fois trop. Donc, d'un côté on aurait des plantes que l'on n'arrose pas et de l'autre des graines transgéniques. Sérieusement, quel est le rapport? L'irrigation est une technique qui a plusieurs milliers d'années, cela n'a rien à voir avec les graines transgéniques. Maintenant, supposons qu'en irriguant on ait des champs 2 fois plus productifs. Cela veut dire qu'au lieu de 2 hectares de champs, on pourrait avoir 1 hectare de champs irrigués et 1 hectare de forêt. S'il y a assez d'eau disponible, la meilleure solution peut très bien être d'irriguer son champ, y compris pour l'environnement. Et encore une fois, la question est s'il y a assez d'eau. Le problème de l'eau est un problème local. Si dans une zone vous avez de l'eau en abondance, vous avez bien raison d'irriguer. L'eau qu'on consomme, elle vient des glaciers, des nappes phréatiques et des neiges éternelles. L'eau qu'on consomme vient des nappes phréatiques, des glaciers, des neiges éternelles et de la pluie aussi. Faudrait pas l'oublier puisque c'est le plus important. L'eau qu'on tire des rivières, des lacs et des nappes phréatiques peut provenir directement de la pluie. Je ne sais pas, pense au Nil par exemple, et trouve-moi les glaciers ou les neiges éternelles qui l'alimentent. Mais quand un climat se réchauffe, parce qu'on s'en fout, forcément, ça fait fondre les glaciers, ça pollue les nappes phréatiques et ça tue les neiges éternelles. Et ça, c'est balèze. Ce passage est bien, il met en avant les interactions entre le problème de l'eau et le changement climatique et souligne l'important problème des glaciers. Pour être plus précis, le changement climatique interagit avec le problème de l'eau de 2 façons. Effectivement, la fonte des neiges procure de l'eau douce dans de nombreuses régions pendant le printemps et l'été, lorsque les précipitations sont moins abondantes. La perte d'enneigement à cause de la hausse des températures risque de pas mal chambouler cela.
Et puis, le changement climatique modifie aussi les précipitations. Cet effet est différent suivant les régions, mais peut également s'avérer très problématique. Et nous, pendant ce temps-là, parce qu'on s'en fout, on balance en masse du mercure dans les nappes phréatiques en Guyane pour faire remonter les paillettes d'or à la surface. Non mais c'est vrai que c'est joli les paillettes. Ah sinon, il y a l'Espagne qui achète de l'eau à la France alors qu'elle manque d'eau. D'après le CNRS, aucun risque de pénurie globale en eau n'est à redouter dans notre pays. Et vu que le CNRS a été cité dans cette vidéo, je suppose que j'ai le droit de l'utiliser. Je vais vous laisser le lien en description, mais si on divise les ressources en eau en France par la population, on trouve 2800 mètres cubes d'eau par habitant et par an. 2 800 000 litres d'eau par an et par personne. Alors je sais bien que l'eau a été un des sujets de l'été, mais je continue de penser qu'entre interdire aux gens d'arroser leur pelouse et faire face aux graves conséquences d'une sérieuse pénurie d'eau, il y a encore un peu de marge. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux cartes qui montrent le stress hydrique dans le monde. La France s'en sort mieux qu'une large partie de la planète. Ce serait un peu se moquer du monde que de penser qu'on manque d'eau. Ou alors, on fabrique des bouteilles d'eau en plastique. Et fabriquer une bouteille d'1 litre d'eau, ça consomme 3 litres d'eau. Pourquoi? Comment? Par rapport à quoi? Ça va être difficile de trancher cette question parce qu'on n'a pas de source. Mais je vais quand même faire un petit commentaire. Il serait beaucoup plus pertinent de comparer. Il faudrait comparer combien il a fallu d'eau pour faire une bouteille et combien il en a fallu pour avoir 1 litre d'eau chez soi. Parce qu'il a aussi fallu de l'eau pour produire tous les tuyaux qui constituent le réseau d'eau. Parce qu'on perd de l'eau dans les fuites, etc. Je ne dis pas que ce serait à l'avantage de la bouteille, mais une comparaison est beaucoup plus pertinente. Là, on ne sait pas lequel des deux est meilleur. On fait n'importe quoi. Alors bientôt, avec toutes nos bonnes idées, en 2030, il y aura 1/4 d'eau potable en moins sur la planète. Attends, 1/4 de la cuillère en moins, ça fait merde. Tu vois ce que tu me fais faire? Et vu la démographie, on prévoit qu'il y aura 3 humains sur 7 qui n'y auront pas accès. La cuillère est toujours une image fausse. Je ne sais pas d'où viennent les chiffres, mais l'idée générale est exacte. La population continue d'augmenter, le changement climatique a des répercussions gênantes sur le cycle de l'eau, et il y a également des problèmes de pollution des ressources en eau. Ce qui fait que le problème de l'eau va s'aggraver dans certaines régions. Et je dis dans certaines régions parce que l'eau est un problème local. Cette question n'est pas la même partout et n'évolue pas partout de la même façon. Alors, sachant qu'il te faut 6 litres d'eau en 3 jours, sinon tu meurs, et sachant que tes chiottes contiennent à peu près 9 litres d'eau, on pourrait imaginer qu'à chaque fois que tu tires la chasse d'eau, tu tues 5,2 personnes. Ok, je pense que la conclusion de cette vidéo touche le fond pour toutes les raisons que l'on a évoquées. D'abord, l'eau est un problème local. Cela peut surprendre, mais ne pas tirer une chasse d'eau en France ne fait pas apparaître de l'eau à l'autre bout du monde où elle manque. Pas besoin d'aller abattre le magnolia devant chez vous parce qu'un cactus manque d'eau au milieu du désert. Le problème de l'eau, c'est toujours une inadéquation entre l'eau utilisée et l'eau disponible. On ne peut pas considérer l'eau comme une ressource globale. 3 autres points qui me posent problème avec ce passage sont parfaitement illustrés par l'article scientifique dont on a déjà parlé. Dans cet article, on peut voir qu'un minimum de 50 litres par personne et par jour est supposé. On en a déjà parlé, donc ça ne devrait pas être une surprise, mais l'eau ne fait pas que la boire. Donc 6 litres par personne pour 3 jours, cela n'a aucun sens. Mais même considérer l'usage domestique seul n'a pas tellement de sens. Si quelqu'un a besoin de 50 litres par jour pour son usage domestique, il a besoin de 3500 litres par jour pour faire pousser sa nourriture. Alors en France, on peut avoir de la chance sur son terrain et ne pas avoir besoin d'arroser parce qu'il pleut ou qu'il y a de l'eau juste en dessous, mais dans certains pays, l'irrigation est nécessaire et l'enjeu de l'eau est bien plus lié à l'agriculture qu'à la consommation domestique. En conclusion, cette vidéo va à l'encontre de ce qu'expliquent les scientifiques et les institutions qui s'occupent de la question. Ce qui est une bonne nouvelle, vous pouvez tirer votre chasse d'eau sans provoquer la mort d'un innocent. C'est pas cool ça? Et tout le monde s'en fout. Non, non, tout le monde ne s'en fout pas de l'eau. Loin de là, c'est une source d'inquiétude légitime. Il y a beaucoup de recherches sur la question. Beaucoup de pays ont des législations qui la concernent, certaines d'entre elles pouvant être très strictes. Je ne vois pas trop comment on peut dire que tout le monde s'en fout. Au final, je pense qu'il est dommageable de vulgariser un sujet aussi important en prenant autant de distance avec les faits. Après, je suis parfaitement conscient que cette vidéo est bien plus amusante et agréable à regarder que ma longue analyse. Et je ne suis pas étonné du succès quand je vois la forme. Mais c'est rempli d'erreurs et il manque des éléments importants. Si le but est de sensibiliser à cette problématique, c'est à mon avis contre-productif de répandre de fausses informations qui demanderont beaucoup d'énergie pour être rectifiées. La preuve, la vidéo que je suis en train de faire est beaucoup plus longue que la vidéo que je critique. Je passe un temps considérable à me renseigner sur les sujets que je traite et je sais bien que tout le monde ne peut pas le faire. Mais il est sûrement possible de demander conseil aux spécialistes de la question.
Surtout que sur ce sujet en particulier, il y a des sites facilement accessibles, y compris en français, sur lesquels on peut rapidement se fonder un avis qui va à l'encontre de ce qui est raconté dans cette vidéo. Je vous ai mis quelques liens dans la description. Du coup, j'ai l'impression de voir une vidéo justifiant maladroitement un avis formé a priori. De façon générale, une vidéo comme celle-ci nous invite à garder un esprit critique, surtout quand on ne nous donne pas de source. Et il y aura encore des choses à dire sur la question. Et si celle-ci vous intéresse vraiment, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet et qui est un peu plus complète. Cette vidéo était aussi l'occasion pour moi de tester un nouveau format. Si celui-ci vous plaît, je pourrais par exemple faire une critique de la vidéo de Vincent Courtillot ou François Gervais, comme on me l'a plusieurs fois demandé. Ces deux vidéos exposent les arguments des climato-sceptiques et vu qu'elles sont pas mal regardées, ce serait peut-être utile d'apporter quelques éléments critiques. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça et en fonction des retours, je ferai quelques vidéos de critique en parallèle des autres, ou pas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et partager si vous trouvez mon travail utile. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.